Bonjour à tous et à toutes. On est à notre 3e épisode du balado pour la suite. Notre objectif avec ce balado, c'est de réfléchir à la société à partir des arts traditionnels. Et disons bien humblement, on souhaite vous donner accès aux multiples réflexions qu'on a eues avec l'Arvoyure pour la production de nos événements, parce que derrière tout événement se cache, disons, des discussions, des échanges et beaucoup de questions, et c'est ce qu'on avait envie de vous partager. Mon nom, c'est Marie-Ève et je suis interprète dans l'Arvoyure et depuis quelques semaines, j'apprends à animer des podcasts avec mon ami Jonathan. Avec le co-animateur de ce podcast. Donc, moi, c'est Jonathan. Je suis l'un des cofondateurs de l'Arvoyure. Donc, dans le cadre cette année de la prochaine édition des Manteaux sur le lit puis les bottes dans le bain, on continue en fait notre réflexion autour de la question du territoire et de tout ce qui l'entoure, notamment aussi la question des frontières. Aujourd'hui, on a rencontré Olivier Paré et Sébastien Chalumeau, deux geeks de trad comme nous, et on a eu l'occasion de discuter de Sainte-Cécile-de-Macham, de concours en Pologne, de géologie et de territoire corporel. Bonne écoute! Aujourd'hui, en compagnie d'Olivier Paré. Olivier pratique la danse traditionnelle depuis l'âge de 8 ans, alors qu'il débute avec l'école de danse folklorique Les Mutins de Longueuil, où naît sa passion pour la culture québécoise. Aujourd'hui enseignant et chorégraphe au sein de l'organisme, il mène en parallèle des recherches sur l'origine et l'évolution des danses traditionnelles au Québec. Historien de formation, il s'intéresse particulièrement aux phénomènes culturels et à la généalogie des danses. Olivier poursuit actuellement un doctorat en histoire des danses traditionnelles à l'Université Concordia. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, ça nous fait grandement plaisir. Nous sommes également en compagnie de Sébastien Chalumeau. Sébastien Chalumeau est un artiste en gigue et en danse qui explore les danses traditionnelles comme matière à réflexion, en tissant des liens entre patrimoine vivant et création contemporaine de la France au Québec. Interprète pour plusieurs chorégraphes et compagnies, dont Zeugma et les Archipels, il signe également des œuvres diffusées par Bijuco. Co-fondateur de l'Arvoyure, il en accompagne activement le développement artistique et agit notamment comme directeur de production de l'événement Les Manteaux sur le lit puis les bottes dans le bain. Engagé dans le milieu, il agit comme commissaire associé, chargé de projet et administrateur pour divers organismes qui soutiennent la communauté en danse traditionnelle. Vous aurez compris qu'on est en famille aujourd'hui. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un Merci. plaisir. Donc, merci, bonjour à vous deux. Sébastien, j'aimerais commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous présenter et nous parler de ton parcours en tant que danseur et musicien? Oui, bien sûr. Pour moi, ça a commencé comme pour beaucoup d'autres personnes, je pense, dans un ensemble folklorique. Je suis né et j'ai grandi en France et je suis arrivé au Québec plus tard en tant qu'adulte, donc à l'âge adulte déjà en fait. Donc moi c'est un jeu de hasard, une histoire toute simple, un déménagement en famille qui implique de nouvelles activités parascolaires. À Saint-Marcel, en Bourgogne, en France, il y avait un ensemble folklorique, Arcadance, qui m'a accueilli en fait. J'ai appris à danser toutes sortes de danses internationales, puis de France, puis de la région où j'habitais. C'est un drôle de parcours, mais c'est comme ça que j'ai évolué autour des danses traditionnelles. J'étais d'abord dans les groupes écoles, puis je suis devenu éventuellement professeur, directeur artistique. Est-ce qu'il y avait un rapport à la tradition qui était porté par tes parents ou par ta famille, ou c'était vraiment dans le cadre d'une école de loisirs? Mon accès au trad, aux arts traditionnels, s'est fait uniquement dans un cadre institutionnel, par les écoles de loisirs. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a été transmis du tout par ma famille ou mon entourage proche. C'était comme un hasard, là. Ça aurait pu être la natation? Ça aurait pu être la danse swing, la natation, oui, effectivement. Puis est-ce que dans ton déménagement, tes parents ont changé de région ou ils étaient déjà en Bourgogne? Non, on était déjà en Bourgogne, je suis un bourguignon de souche, mais c'est, je pense, comme ici, c'est pas quelque chose de très commun, les ensembles folkloriques, il n'y en a pas dans toutes les villes qui sont rapprochées, du moins en Bourgogne, donc c'est pas quelque chose du tout dont j'avais accès. Puis avant d'aller là-dedans, j'avais intégré différents clubs de sport, différents essais, puis ce qui m'a accroché, je pense, dans cette
cette nouvelle pratique, c'est le sentiment d'être bienvenu dès les premiers instants, d'être intégré dans une ronde. Je me rappelle la première danse que j'ai appris à Lunelul. Puis il y a cette... Moi aussi. Bon, Pas moi. incroyable. Mais il y a juste cette sensation de bouger tous ensemble. Puis du haut de mes 7 ans, c'était une sensation quand même assez forte avec le recul. C'est ça les premières sensations autour de cette pratique-là. Ça t'a comme définitivement accroché. Ça m'a accroché en tant que danseur. Puis mon parcours est jalonné d'une succession de chocs esthétiques, émotifs, qui m'ont fait grandir là-dedans. J'aurais très bien pu rester un praticien amateur à consommer une pratique de loisir, en fait, mais j'ai eu l'opportunité et le goût d'aller plus loin au sein de cette pratique-là. Puis comment ça s'est transféré au Québec? Moi, je suis arrivé au Québec pour des raisons universitaires. Je travaille dans le milieu de la santé également. J'ai eu l'envie d'avoir une étape universitaire à l'extérieur de ma mère patrie. Et le Québec, dans mon domaine, l'orthophonie, donc un milieu francophone, c'est avéré la destination par excellence. Puis, en tant que praticien du trad en France, une manière très accessible pour moi d'intégrer, de connaître davantage la société québécoise, ça a été d'aller dans des veillées, puis d'apprendre à connaître un petit peu les pratiques dansées, les arts traditionnels du Québec. Ça a été vraiment comme un réflexe. Tu es arrivé, puis tu as été sur Internet, puis tu as marqué Jam à Montréal. Comment tu as fait? Au départ, ça a été aussi par le Mondial des cultures. Donc, c'est un ensemble, c'est une convergence d'événements. Là. C'est d'abord mon parcours universitaire, mais la même année, avec mon ensemble français, on participait à ce festival-là à Drummondville, ce qui m'a permis d'entrer en contact avec des gens de ce milieu-là qui, quand plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, quand je suis revenu pour faire mes études, ça m'a aidé à me créer un réseau, en fait. Et le réseau, c'est la clé pour moi dans ce contexte-là. Dans ta première veillée à laquelle tu as participé, est-ce qu'il y a eu un choc culturel de comment la tradition se vit? Parce que tu avais un regard qui était, j'imagine, habitué à la méthode française, disons, du Centre-France. Ça a été quoi pour toi qui t'a étonné, qui t'a surpris dans ce premier contact-là? Ce qui m'a surpris, c'est les similarités que je pouvais trouver entre la veillée de danse puis le monde du bal folk en France. Moi, c'est plus ce domaine-là que je connaissais très, très bien. Les bals en France, un petit peu partout, surtout dans le Centre-France, je connaissais très bien ce milieu-là, cette manière de danser avec différentes personnes, puis de vivre quelque chose sur une musique live. Donc, quand je suis arrivé au Québec, évidemment, il y a des différences. Le fait qu'il y ait une personne qui cale, le fait que ce soit des danses plus de groupe, disons, c'est différent. Mais ce qui m'a marqué, c'est les similitudes, en fait. Quand même intéressant que ça soit d'abord les similitudes qui ressortent plus que les différences. Donc, tu t'es pas trop senti déstabilisé? Dans ce contexte-là, j'étais peut-être à la recherche de similitudes ou à la recherche de repères. Donc, c'est peut-être pour ça que je me suis raccroché à ça. J'ai pas du tout été déstabilisé, non, par ce milieu-là. Au contraire, ça m'a permis d'avoir déjà une porte d'entrée, de connaître déjà quelques codes pour ensuite apprendre davantage. Donc, Seb, t'es rentré, c'est ça, à travers le loisir. Olivier, toi, le traditionnel, comment ça s'est arrivé dans ta vie? C'est très similaire. C'est un peu aussi un hasard, sauf que moi, j'ai quand même un lien familial avec le trad, mais plus du point de vue de la chanson, c'est-à-dire que ma grand-mère chantait beaucoup des chansons à répondre dans sa jeunesse et aussi quand j'étais là. Donc moi, on dirait que j'ai comme grandi avec un univers sonore trad. Tu sais, quand on allait dans nos soirées de famille à Noël ou autre chose, je me souviens de ma grand-mère qui mettait la Bolduc, elle avait enregistré ça sur des cassettes, puis elle mettait ça, puis fait que j'avais, on dirait, cette espèce d'univers-là qui existait déjà. Mais moi aussi, c'est par hasard. Je faisais des cours de piano, puis ma prof de piano était dans Les Mutins de Longueuil, puis elle nous avait dit de venir voir le spectacle, puis je me souviens que c'était pas mal ça, là, mon premier contact avec ça. Puis, comme l'école était juste à côté de où j'habitais avec ma famille, ils m'ont inscrit pour voir. Puis ça donne que j'étais déjà geek de danse traditionnelle. Je me souviens d'avoir aimé ça. Je me souviens aussi des premières danses. Donc, c'était aussi des danses internationales. Ça a pris du temps là, avant que je fasse une danse québécoise au sein de l'ensemble folklorique Les Mutins de Longueuil. Mais ça me plaisait beaucoup, puis je me souviens d'aimer ça, savoir ça venait de quel pays, puis je trouvais ça le fun de savoir ça, je trouvais ça le fun de pouvoir dire des mots en d'autres langues à travers ces danses-là, fait que j'avais vraiment une petite passion à travers ça, mais c'est un hasard,
Je salue ma prof de piano. J'ai vraiment l'impression que le rapport au pays est majeur. Les quatre, on vient un petit peu, je pense, du même parcours là, par les ensembles folkloriques. C'est comme si c'est par l'intérêt de découvrir d'autres pays qu'on a accroché souvent à la danse traditionnelle. Je sais. Ouais, ben. Pas toi? Pas nécessairement. On dirait que c'était plus de facto, on faisait ça, fait qu'on n'a même pas eu à réfléchir. Moi, mon feeling est vraiment par rapport à la gigue. C'est comme si ça a été vraiment, là, on parlait de choc émotif ou esthétique, mais je me souviens du plaisir d'apprendre à giguer. En fait, à l'âge de 7-8 ans, là, puis on avait des petits souliers super flats, là. Mais je me souviens vraiment de moments où, c'est vraiment intéressant ce que ça peut créer, finalement, dans le corps ou le son. Fait que c'est vraiment plus ça. Puis même quand j'étais dans la troupe, c'était moins mon affaire, les danses internationales. Mais en même temps, c'est vrai que ça crée un univers vraiment intéressant de représentation qui, aujourd'hui, on peut le questionner. Là. Puis je pense qu'on le regarde des fois avec une lentille plus critique. Mais c'est à travers les tournées, en fait, que je trouve que la valeur de l'international comme a pris toute sa forme, là, finalement. Mais ouais, moi, ça a été moins mon truc, même moi, si bon. C'est l'inverse, là, carrément. Moi, c'est quand j'ai commencé à prendre la gigue, je me disais, c'est tellement compliqué, on dirait que je serais jamais bon. Il n'y avait pas une approche non plus, tu sais, on apprenait beaucoup des séquences, fait que je sentais pas que je m'exprimais tant que ça à travers ce médium-là. Alors que, disons, des danses internationales, on dirait que je sentais que je découvrais d'autres cultures. Puis j'étais très geek de géographie aussi dans le temps, fait que je trouvais ça cool là, de voir la Croatie sur la carte, puis savoir ça, puis danser une danse de cette région-là. Fait que je sais pas, il y avait quelque chose là-dedans d'intéressant, puis c'est venu comme plus tard, j'ai comme fait un 180 d'intérêt sur c'est quoi la tradition du Québec, mais je pense que les traditions des autres pays ont beaucoup influencé ce chemin-là là, dans ma vie. Hein. Puis oui, les tournées internationales, c'est un moment où tu te regardes à travers les yeux d'autres publics qui ne sont pas habitués à voir tes traditions danser et autres. Puis là, ça te met à te poser toutes sortes de questions. Tu te mets à comparer à d'autres groupes qui ont une autre approche du trad que le tien. Pourquoi eux, ils font ça? Fait, en tout cas, c'est un moment quand même majeur aussi. Là, dans mon parcours à moi, les gros événements charnières, c'était souvent en voyage, en tournée. Puis qu'est-ce qui t'a éventuellement dirigé vers l'intellectualisation de tout ça? Comment t'es parti de petit Olivier qui danse des danses internationales jusqu'au doctorat? C'est une bonne question. Longtemps, je pensais que la danse traditionnelle, c'était mon hobby vraiment à côté là, de tout ce que je faisais. Fait que moi, j'ai fait mon bac en histoire sur des projets qui n'avaient aucun rapport avec le trad. Après ça, j'ai travaillé en histoire longtemps pendant que je continuais à vivre le trad comme dans une case séparée. Puis justement, quand je suis allé en Pologne en 2019 avec les Mutins, on était dans un festival qui avait quand même un grand déploiement, tu sais, puis il y avait une portion compétition à ce festival-là, puis nous autres, on était bien excités de ça. On pensait à la compétition en mode, on va être jugé sur à quel point toutes nos lignes sont droites, puis est-ce qu'on swing tous en même temps, puis etc. Mais on a comme appris que, en fait, les juges de la compétition, c'était des gens comme un peu des ethnologues ou des anthropologues ou des gens qui, en fait, regardaient voir si on était, entre gros guillemets, authentique. Ah, wow! Puis donc, il y a des groupes qui ont gagné des prix que nous, on les trouvait pas nécessairement excellents en termes de les lignes sont droites, etc. Mais là, ça a comme fait, c'était une remise en question de mais là, ce qui est mis sur un piédestal ici, c'est pas ce que nous, on mettait d'habitude de l'avant. Puis ça a parti d'une grosse réflexion. Puis là, il y a eu la COVID qui est arrivée. J'ai eu du temps pour aller fouiller plus creux que ça. Puis je me disais, ben là, je suis diplômé en histoire, là, je suis capable de faire des recherches sur ce sujet-là. Fait que je me suis un peu lancé là-dedans, puis c'est ça qui a fait que finalement je suis retourné à l'université parce que je sentais que là, de le faire sur un coin de table après souper, une fois de temps en temps, ça allait pas être suffisant pour aller au bout des questions que j'avais qui étaient ressorties de ces expériences-là de tournée. Fait que c'est comme ça que je me suis emballé dans cette aventure là, doctorale, mais ouais. C'est quand même intéressant parce que c'est comme si, au fond, tu avais vu, c'est ça, le trad à travers d'autres critères qui n'étaient pas que des critères esthétiques, finalement. Tout à fait. Puis je le sais que Sébastien aussi, tu as participé à ce genre de concours-là en Europe. Est-ce que tu sens que ce regard-là de juge ethnologue a aussi eu un impact sur ta pratique de la danse? Bien, c'est un des chocs qui jalonnent mon parcours. En fait, en Pologne aussi, à Zakopane, c'était-tu celui-ci, j'étais pas loin de là. J'étais à Bielsko-Biała. OK, bon. Alors moi, c'était en 2001 à Zakopane. J'avais 16 ans. Puis avec mon groupe, on a participé à ce concours-là. Ça va à l'inverse de mon entrée dans le trad, qui
n'était pas du tout dans la compétition, pas du tout dans la performance, mais rendu à ce moment-là dans la troupe, dans le fait d'incarner quelque chose, d'incarner un territoire, une culture, ben, ça devenait vraiment stimulant. Puis là, les concours, c'est très exigeant, autant physiquement qu'au niveau du paraître, la manière dont tu portes tes vêtements, la manière dont tu danses. Donc, c'est vraiment très stimulant. Puis, ça a été incroyable parce que le fait d'ajouter une couche de compétition autour des arts traditionnels, ce qui est quand même drôle à dire, mais ça existe encore, je pense. Ça crée des liens très, très forts. Puis, dans notre cas à nous, ça a créé des liens très forts aussi avec les membres du jury, des ethnologues français qui ne nous connaissaient pas et que nous, on ne connaissait pas non plus et qui ensuite ont ouvert plein de portes au groupe dont je faisais partie en France et qui, moi, m'ont fait rencontrer d'autres personnes qui ont enrichi mon parcours et qui m'ont permis d'agir à un niveau plus national en France à ce moment-là. Puis est-ce que c'est ce choc de concours et de rencontres avec des ethnologues qui... Parce que, bon, on se connaît un peu. Je sais qu'il y a eu dans ton parcours quand même un intérêt à redorer un petit peu l'image du patrimoine de ta région d'origine, de la Bresse, qui n'avait pas toujours, j'ai l'impression, une grande place, du moins, c'était pas nécessairement connu, ce patrimoine-là. Est-ce que c'est cette rencontre-là, justement, avec les ethnologues qui t'a donné envie de ressurgir, disons, la valeur de ce patrimoine-là? Ben oui, c'est ça. Donc, le parcours d'Arcadance, l'ensemble dont je faisais partie, c'était d'abord de s'intéresser aux danses internationales. D'année en année, ce groupe-là s'est intéressé ensuite aux danses de France, du centre France, de Provence. Puis, la région dans laquelle c'est implanté, c'est la Bresse. C'est un terroir qui n'est pas administratif, là, c'est vraiment plus un terroir géologique, en fait, mais dont les danses ne sont pas vraiment collectées. C'est un territoire de passage, il n'y a pas de culture très ancrée. Et donc, ces concours-là ont permis au directeur de l'époque et à toute l'équipe dont je faisais partie aussi d'approfondir des recherches, de faire des rencontres avec d'autres personnes, de croiser des savoirs, puis de rendre un petit peu plus pointus des éléments de costume, de musique, mais aussi de danse qu'on ne connaissait pas vraiment avant. Donc oui, ça a été une étape vraiment importante dans le lien avec la notion de patrimoine. Là, on était en plein dans la notion de patrimoine, on n'était plus dans une activité physique de loisir ou de gang ou de groupe. On était vraiment dans quelque chose, une couche un petit peu plus profonde, en fait, qui s'ancre dans quelque chose. Et est-ce que ça a été, je me demande quand tu es arrivé au Québec, comment tu as vécu ça? Parce que ces notions-là, on les a moins, là, la question des régions ou du patrimoine territorial précis. Je sais pas, est-ce que tu as réussi à retrouver des éléments de similarité ou c'est justement une approche que tu as perdue par rapport à la danse traditionnelle? Ben, quand je suis arrivé au Québec, je suis allé dans des veillées, mais j'ai aussi rapidement rencontré des ensembles folkloriques. En fait, au Mondial des cultures, là, j'ai tout de suite vu Makina danser, par exemple, à Drummondville. Puis, c'est sûr qu'en France, c'est très régionalisé. Les pratiques dansées sont très, très différentes d'une région à l'autre. Pareil au niveau du costume ou de la musique. Et j'ai vu qu'en arrivant au Québec, il y avait cette même notion quand même avec les groupes d'ici, plus au niveau du costume, j'avais l'impression. Ouais. Et en tout cas, en tant que spectateur, j'avais peut-être moins accès aux différences de formes dans la danse, parce que je pense que c'est peut-être plus subtil quand on compare les formes dansées dans la danse et dans la musique, qui, je pense, n'étaient pas vraiment appliquées au niveau de la musique dans le groupe que je voyais à ce moment-là. Mais c'était plus au niveau du visuel, donc du costume, moi, que je voyais cette approche européenne de percevoir le folklore. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis là, parce que nous, mettons, moi, quand j'étais dans mon ensemble folklorique, on avait une approche très, très régionale sur certains pays qui étaient représentés. Donc, par exemple, on a beaucoup de danse mexicaine dans notre ensemble et on a collaboré avec un chorégraphe mexicain qui est revenu à Longueuil nous enseigner des danses. Je dis nous, j'étais pas là, c'était dans les années 80, mais plusieurs fois. Et donc, on avait dans l'espèce d'univers mental de l'ensemble des trucs très clairs du genre, ben, au Mexique, il y a différentes régions qui ont différents costumes avec des danses complètement différentes et des pas complètement différents. On avait ça aussi dans notre répertoire hongrois où c'était très clair qu'on pouvait pas faire telle danse hongroise dans l'autre costume puis que la musique de l'un fonctionnait pas avec la musique de l'autre. Puis au Québec, on avait aussi, quand on faisait des danses québécoises, quand on partait en tournée quand j'étais plus jeune, il y avait aussi des espèces de... Là, on fait la suite de l'île aux coudes, tu sais, puis
là, il y avait le costume de l'île aux coudes, puis etc. Sauf qu'effectivement, donc moi, j'ai comme grandi avec une idée que les régions étaient très claires aussi au Québec, même si je ne savais rien du tout de qu'est-ce qui faisait qu'une danse pouvait venir de l'île aux coudes, puis que l'autre danse d'à côté n'était pas de la même région. C'était pas clair pour moi, ça. Puis c'est ça qui a comme parti toute la question de ben c'est quoi qu'on dansait donc dans ces années-là, puis pourquoi on disait que ça venait de là, puis comment c'est vraiment ça qui a parti. Moi, c'est l'espèce de concept de région, puis c'est ça qui a parti tout mon processus de recherche. Fait que ça me parle beaucoup, tu sais, puis quand on va dans des veillées, des fois, il y a des veillées, il y a des callers qui sont hyper clairs sur, tu sais, je pense à Philippe Jeté, il fait sa veillée, il va dire, je fais des danses de l'Anaudière qui ont été collectées dans l'Anaudière, puis on fait du répertoire de l'Anaudière. Puis il y a d'autres veillées où les liens sont pas aussi évidents quand tu écoutes le caller, la calleuse qui va caller ses danses, on sait pas, tu sais, c'est quoi les itinéraires de ces danses-là. Fait qu'il y a des fois, je trouve qu'il y a des contextes où les régions sont vraiment évidentes, tu sais, à travers les costumes, à travers un programme, à travers autre chose. Puis il y en a d'autres où on a l'impression que les régions sont complètement comme impertinentes presque, c'est-à-dire que c'est pas grave, c'est un autre objet qui est présenté, qui n'a pas nécessairement cet ancrage-là, puis je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui voit ça comme un enjeu nécessairement. Fait en tout cas, je trouve ça intéressant, cette réflexion-là. Mais quand tu dis que ça te parle beaucoup, c'est au fond que tu étudies à travers ton doctorat? Entre autres, oui. Notamment parce qu'en raison du doctorat, on est obligé d'avoir des espèces de bornes géographiques. Tu sais, je pourrais pas faire ma thèse sur le Québec au grand complet, tu sais, fait que ça t'oblige à devoir encadrer une région en particulier ou un endroit ou une espèce d'étude de cas. Donc là, vient une autre réflexion de ben, pourquoi choisir cette région-là? Puis est-ce que cette région-là a une particularité qui fait qu'elle est intéressante à choisir? Puis là, ben, déboule toutes les autres questions de en quoi une région est un objet d'étude et est-ce que c'est valide au Québec? Puis c'est quoi une région? Tu sais, est-ce qu'une ville, c'est un objet d'étude? Fait, en tout cas, c'est des questions qui guident beaucoup là, tout ce que je suis en train de rechercher en ce moment. Mais, es-tu arrivé à certaines, je sais pas, délimitations, conclusions par rapport à ces questions-là? Ben, je pense, oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Mais, par exemple, j'ai lu un texte sur la vallée de l'Outaouais, donc Ottawa Valley en anglais. Puis l'argument de cette étude-là, c'était un peu que les gens qui habitent cette vallée, qui est d'un bord et de l'autre de la frontière du Québec et de l'Ontario, pour eux, voient cette frontière-là comme un peu inexistante, puis qu'en fait, ils ont une imagination collective de où arrête la région et où elle finit. Et dans cette imagination-là qui est construite par ces gens-là, entre la musique et la danse traditionnelle, que eux voient qu'il y a une espèce de périmètre où cette culture-là de la vallée de l'Outaouais existe et qui se traduit par toutes sortes de pratiques qui seraient spécifiques à cette sous-région-là, disons. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que, outre qu'est-ce que nous, on peut dire de « Ah oui, ça, c'est la région de Charlevoix et ses frontières administratives sont X », mais c'est comme, à l'inverse, si tu prends comment les gens qui y habitent voient leur répertoire. Puis souvent, les gens vont dire « Ah oui, mais nous autres, on ne danse pas du tout comme dans cet autre village-là. » Donc ça n'a pas rapport. Ça, c'est un village... Il y a des espèces de régions mentales qui existent là. Fait que je m'intéresse un peu à ça, mais aussi à travers les collectes ethnographiques, quand tu regardes les caractéristiques que les gens vont avoir remarquées dans une région X, ben je m'amuse aussi à essayer de moi aussi créer ces espèces de sous-région où les danses ressemblent à ça dans ce coin-là, il y a des similarités dans toutes ces danses-là. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire sur l'histoire de cette région? Est-ce que c'était une région qui était comme enclavée puis qui a eu des mêmes vagues d'immigration, des mêmes processus migratoires qui ont fait que les danses qu'on y a observées sont toutes similaires dans telle localité? C'est qu'à partir des histoires de déplacements humains, on essaie de lire un peu l'histoire des danses ou vice-versa. C'est comme des éléments qui se parlent. Tout à fait. En fait, moi, j'ai une question. Oui, vas-y. J'ai l'impression que quand au Québec, on essaie un peu d'apposer parfois justement un regard qu'on peut avoir sur des régions européennes, puis on essaie de le coller un peu sur notre réalité, alors qu'on a des histoires qui sont très, très différentes et un ancrage dans le territoire qui n'est pas du tout le même. Tout à fait. J'ai l'impression qu'on parle parfois de communautés qui ont une pratique d'une danse en particulier, puis que justement, c'est un peu ce que tu mentionnes, là, qu'on a tendance à vouloir en faire une lecture avec nos frontières actuelles, puis avec la région administrative telle qu'elle est aujourd'hui, alors qu'on parle de la calleuse ou le calleur de Sainte-Cécile de Macham qui fait sa danse de cette façon-là, qui peut-être que cette personne-là n'est jamais sortie de son village. Donc, c'est quoi la valeur de la région, de la délimitation dans ce sens-là? Est-ce qu'on peut parler
J'ai l'impression que tu creuses un peu cette question-là que je trouve intéressante. Ça, c'est la grande question. Tu sais, je me souviens, il y a 3-4 ans, déjà, on voulait monter une suite des Laurentides. Tu sais, puis je dis ça, puis je trouve ça un peu absurde aussi en le disant, mais on avait basé ça sur des 7 carrés qui avaient été collectés auprès d'un caller, Arthur Ward, pour ne pas le nommer. Pour le nommer, c'est-à-dire. Et puis lui, en lisant sur lui plus tard, je me rendais compte que lui, en fait, son répertoire, il venait surtout de l'Ontario. C'était quelqu'un qui allait constamment en Ontario, et je pense, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble qu'il y avait une histoire comme ça qui m'a fait questionner, ah ben là, c'était-tu des danses de la chute dans les Laurentides, finalement, ou c'était des danses ontariennes que lui connaissait à cause de son parcours individuel? Là, je me disais, ah, mais c'est parce que c'est trop récent. Tu sais, c'est le 20e siècle, là, c'est la fin du 20e siècle. On est trop mobile, nous. Donc là, on ne peut pas se baser là-dessus pour comprendre un répertoire local. Puis là, je me disais, parce que dans le temps, c'était pas comme ça que ça se faisait. On restait dans notre village, puis ça se passait de génération. Mais en faisant mes recherches en ce moment, je me rends compte que dans le temps aussi, c'est très, très mobile. Puis il y a un concept, en tout cas, que je trouvais pertinent là, dans ce que je lisais, c'était en anglais glocal. C'est comme global et local en même temps. Puis c'est une espèce de, faut comprendre, mettons, un objet culturel qu'on va voir dans une communauté X comme étant, oui, local, mais aussi il est comme imbriqué dans un gros network, je pense en anglais, un réseau qui existait même au 18e, 19e siècle. Puis en tout cas, fait, je sais pas à quel point ça répond à la question, mais ça fait que ça remet en question beaucoup des choses que j'avais pris pour acquises en termes de c'est quoi le répertoire d'une région, puis est-ce que s'il y a une caractéristique qui est différente, donc c'est pas typique de cette région-là. En tout cas, c'est... Ça doit être comme pas évident parce qu'on dirait que tes deux paramètres, la région ou le temps, là, l'histoire, ben, les deux ont un peu été comme ont foutu le camp là, à travers tes recherches, là, dans le sens que la perspective historique, même si tu retournes plus loin en arrière, ça éclaire pas plus. Là, ton idée sur la région, elle est contredite, entre guillemets, par tes recherches. Oui, bien, tu sais, c'est la façon que je vois ça dans la méthodologie, c'est, disons, OK, en 1974, ils ont collecté cette danse-là dans cette région du Saguenay. Est-il possible de trouver une trace de cette danse-là en Europe, ailleurs, plus loin? Et si oui, une fois qu'on a fait ce lien-là entre deux danses qui semblent très similaires, c'est quoi le chemin là, qui sépare ces deux moments-là? Puis à travers ce chemin-là, c'est là que je trouve qui est intéressant, c'est les personnes qui ont probablement amené cette danse-là, comment ils sont arrivés dans la localité, qui a fait le passage, dans quel contexte, à quel moment, comment ça s'est gardé, comment ça s'est transformé. Fait que là, ça devient comme une espèce de... La danse permet d'ouvrir une fenêtre sur... dans cette localité-là et on inclut cette localité-là dans ce grand réseau qui est transatlantique. Donc, finalement, comment la danse peut expliquer une espèce d'histoire transnationale d'une localité X. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que tu partais de la région, mais finalement, il faut que tu t'attardes au mouvement ou aux trajectoires des danses. Tout à fait. C'est comme... T'es dans le mouvement plus que dans la fixité là, à travers ça. Fait que oui, c'est régional au sens où j'ai pas le choix de me concentrer sur comme je vais regarder les danses qui ont été vues à cet endroit-là, mais l'étude de ça nous fait sortir de ces frontières-là de la région. Donc c'est un peu de réaliser que aujourd'hui aussi, chacun, on a des espèces de réseaux qui sont hyper vastes, en plus avec Internet puis tout ça. Moi, je connais des danses que j'aurais jamais connues sans cette espèce de réseau-là. Mais c'est de se rendre compte que dans le temps aussi, les gens avaient une espèce de réseau qui les connectait à des choses assez vastes. Puis donc, ben, c'est intéressant de voir ça. Ceci étant dit, il y a quand même des réalités. Mettons que tu regardes des danses de Gaspésie, mais ils ont quand même des choses communes que tu retrouveras pas l'autre bord du fleuve. Il y a quand même des choses qui ressortent de régionalisme dans le portrait ethnographique. Mais c'est ça. C'est jamais très... faut jamais voir ça comme des boîtes fermées. Tout communique, tu sais. Fait que, en tout cas... Ça me fait penser que des fois, on a tendance à faire le lien direct entre la pratique et un territoire géographique, mais qu'il y a le facteur humain entre les deux que souvent on oublie ou qui est peut-être important parfois. Puis ça me fait penser à ma pratique en France. Moi, la danse qui est la plus ancrée en moi, c'est la bourrée. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai incarné, c'est ce que j'ai déconstruit, vécu de plein de manières différentes. Puis j'ai été amené à l'enseigner beaucoup.
Et la notion de territoire géographique m'amène à aussi, au-delà de la forme des danses, à faire ressortir des éléments stylistiques. Donc, je me souviens que quand j'enseignais la bourrée, il y a 20 ans, 25 ans, là, c'est un outil pédagogique, je me rappelle plus de quel modèle il me vient, mais que j'utilisais, c'est que j'enseignais souvent que la bourrée d'Auvergne, elle est très exubérante, elle est très forte, parce que les paysages en Auvergne sont plus montagneux, sont plus grands, sont plus grandiloquents, et que le caractère des Auvergnats était un petit peu plus exubérant aussi, alors que la bourrée berrichonne est plus discrète, plus retenue, plus contenue, parce que les paysages sont un petit peu plus polis, plus discrets, plus subtils, et que le caractère des gens... Bon, c'est très folklorisé, cette approche-là, et probablement que j'utiliserai plus cet outil exactement de la même façon, mais ça me fait penser qu'entre le territoire géologique, géographique et la pratique, il y a les humains au milieu de ça. Donc, dans cet exemple-là, c'est un ensemble d'humains, c'est une communauté plus ou moins quand même homogène, mais qui était connue pour avoir telle sorte de caractère, telle manière, telle façon de vivre, d'un mode de vie spécifique qui avait un impact sur la pratique. Donc, ça me fait penser que le territoire est avant tout imaginaire et imaginé par des humains ou des groupes d'humains, et que le territoire géographique peut avoir un impact sur ce territoire imaginaire ou imaginé peut-être. Au fond, mais c'était un impact dans les représentations, là? Ou c'était... Mais toi, tu l'utilisais vraiment comme pédagogiquement ou vraiment c'était une association à laquelle, entre guillemets, tu croyais? Ben, moi, c'était un outil pédagogique parce que j'avais besoin pour la bourrée berrichonne que ça soit plus intériorisé, que les bras aillent pas dans tous les sens, mais qu'ils soient quand même vivants, et que ce soit en plus un travail abdominal. Mettons, si on parle en termes vraiment Engager physiques. le corps. Engager le corps. Alors qu'en Auvergne, j'avais besoin, au contraire, qu'il y ait une expression plus du corps, un petit peu plus extravertie, disons. Puis ce qui nourrissait ce besoin-là, c'était des recherches historiques ou c'était de la documentation? C'était de la documentation qui n'était pas toujours scientifique. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était peut-être folklorisé aussi, là. Des fois, c'est des récits en fait, les chercheurs du 19e aussi avaient peut-être une tendance aussi à faire des cases un petit peu plus rapidement faites, ou en tout cas avec des contraintes ou des critères établis sur toute une communauté, mettons. J'ai l'impression qu'on sait raconter dans les mouvements folkloriques, disons, là. On se raconte un territoire, tout comme on se raconte une histoire aussi, puis qu'on se bâtit autour de ce récit-là. Je trouve ça intéressant parce que ces outils-là que tu utilisais, là, d'utiliser le caractère géologique comme un outil d'interprétation, finalement, là, de dire qu'il y a des montagnes, donc on est plus comme ça. On se le racontait aussi quand on faisait des danses internationales. Tu sais, on disait, dans telle région, c'est tel aspect géologique en Hongrie, donc ça fait en sorte que les pas sont un peu plus sautés ou un peu moins sautés. C'est un outil, finalement, qui est plus ou moins fictif, on s'entend, parce qu'il y a pas, tu sais, ça reste une lecture quand même où est-ce qu'on appose une géologie à un style de danse. Mais est-ce qu'on doit dire géologie ou géographie? Excusez, Non, mais parce que géologie, c'est les roches. Ben, le relief, disons. Tu sais, mais la géographie, ça va être le relief, non? Bonne question. Depuis tantôt, je me pose la question. Je sais que c'est comme... C'est peut-être qu'il y a un pointilleux. géographe dans la salle? Non, mais... J'espère qu'on va garder ce bout-là. Non, mais les géologies, c'est genre... L'ère géologique, là, on serait comme dans le Pléistocène, mais... Ben, la géographie physique, disons. Pas la géographie... la topographie. Les montagnes, les fleuves, les lacs, la plage, le sable. Le paysage. Mais ça, c'est le paysage. Mais ça, c'est Les cartes géographique. postales. Oui, mais la géographie physique, je pense que on avait quelqu'un qui parlait grec, qui pourrait nous indiquer sur les racines. Non, mais honnêtement, je pense que c'est plus géographique, il faudrait dire. Peut-être. C'est moins rocheux, là. Ben, remplaçons le mot géologie depuis 5 minutes par le mot géographie. C'est bon. Contrôle F. C'est drôle. Mais je me demandais, Seb, est-ce que tu n'as pas eu un moment un peu comme Olivier où tu n'as pas eu le choix de dérégionaliser ta compréhension du trad ou de ce que... Oui, ta compréhension du trad point, là, en fait. Oui, ben ma compréhension du trad, elle a commencé dans les ensembles folkloriques, puis éventuellement, elle est sortie de ce cadre-là pour aller dans les bals folk, qui est quelque chose qui était plus vivant, ou même dans plus la documentation, ou une espèce d'administration d'un réseau. Donc, on dirait qu'aujourd'hui, je garde ces différentes pistes-là. J'aime que cette pratique-là, trad, soit autant dans la préservation, dans la documentation, que dans le dialogue, mais aussi la transformation, en fait. Puis, j'ai dû
selon les contextes, effectivement, déconstruire tout ça. Puis un des autres chocs de mon parcours, ouais. J'avais 19 ans et j'ai participé à une formation d'une semaine, une formation de formateur avec tous les plus grands ethnologues en France, là, la famille Guilcher au grand complet, des gens venus de toutes les régions. La Bible du trad. C'était déroutant parce que moi, j'arrivais avec mon parcours folklorique, tout était beau, on avait du fun, on pensait bien faire les choses et là... tout était détruit d'un coup. Et là, je savais plus comment. C'était déboussolant. Mais qu'est-ce qui détruisait? Ben, en fait, c'est que c'est une approche qui est basée sur de la documentation plus scientifique. Donc là, il y avait des danses plus anciennes qui étaient décortiquées. Puis c'est aussi l'approche scénique du mouvement folklorique, en fait. Moi, on en reviendra peut-être plus tard, mais j'ai une fascination pour le mouvement folklorique, que ce soit en France ou au Québec ou partout dans le monde. J'ai un amour profond pour ce style-là. Mais pour moi, c'était, avant d'aller à cette formation-là, c'était de la reconstitution qu'on faisait sur scène. Puis je me posais pas plus de questions. En fait, j'étais pas amené à ça. Puis éventuellement, tu découvres en fait que c'est un courant esthétique, mais stylistique, mais qui est rempli d'anachronismes, qui est rempli d'effets chorégraphiques parce qu'on joue sur scène. Et donc, ça venait un petit peu défaire tout un tas de réflexes de pensée que je pouvais avoir avant ça. Ce qui n'enlève aucunement la valeur de cette école folklorique-là, mais ça m'a permis de construire un arbre avec plus de branches. Ben, c'est comme si tu as pu voir, en fait, que c'était un style et donc c'était construit puis que c'était un agencement de code, alors que tu avais l'impression que, à la base, c'était peut-être une représentation de la réalité. C'est un peu ça que tu nous dis? Oui, et puis, en tout cas, à cette époque-là, il y avait vraiment, plusieurs mondes dans le trad, avec pas vraiment de communication entre ces univers-là, l'univers folklorique, l'univers du bal folk et l'univers de la recherche. On pourrait y en avoir d'autres, mais c'était des univers qui étaient en opposition et en confrontation. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui, qu'il y a plus de vases communicants ou de personnes qui ont un pied de chaque bord. Et que en fait, c'est pas un continuum, c'est pas des pratiques qui sont à mettre sur une même échelle, en fait. J'ai l'impression qu'Olivier, tu as potentiellement eu le même type de choc. J'aimerais ça que tu expliques de ton point de vue comment ça s'est passé, ce choc, cette découverte-là, cette désillusion. C'est une désillusion, mais comme tu dis, Sébastien, c'est pour rien enlever aux ensembles folkloriques. Je suis co-directeur artistique là, des Mutins, donc je crois encore à la mission des ensembles folkloriques, mais c'est aussi un choc de... tu sais, quand tu fais de la danse traditionnelle ou folklorique, comme on disait dans les années 2000, moi, j'ai grandi avec l'impression que tout ce que je faisais dans cette école était, comme tu dis, la réalité. Moi, je me posais pas la question. Je me disais, on m'enseigne une danse de la Slovénie. Cette danse-là, elle est dansée en Slovénie depuis des millénaires. Et, tu sais, genre, c'était ça qu'on me présentait. Puis c'était rare aussi qu'on avait un contexte, là. Tu sais, encore une fois, on nous disait, on fait des danses de l'île aux coudes. Puis j'avais une vague idée que peut-être des gens dans l'ensemble des Mutins dans le passé étaient allés à l'île aux coudes pour apprendre ces danses-là, puis tout ça. Mais on se posait pas plus de questions que ça. Moi, le premier, je me posais pas la question. Le choc a commencé quand, justement, après le voyage en Pologne, où là, on avait un regard d'ethnologue d'un autre pays qui regardait nos affaires. Puis là, la question, ça a été, mais sont-tu correctes, nos affaires? Est-ce qu'elles sont vraiment authentiques? Puis aussi, à chaque spectacle, ils nous demandaient de parler à une dame polonaise qui allait comme traduire une certaine présentation de nos numéros. Puis là, ils nous demandaient toujours, c'est quoi l'origine de vos danses? T'sais. Puis là, c'était un espèce de choc en mode, l'origine, c'est dans la tête du chorégraphe qui est venu nous enseigner ça en 2014, tu sais. Mais là, plus loin que ça, tu sais, c'est comme, OK, c'est quoi l'origine de... Lui, il a pris ça où, là? Tu sais, puis je me souviens avoir répondu à ces questions-là, des trucs du genre... tu sais, au Québec, il fait froid, donc on a des danses très dynamiques pour se réchauffer. En mode, j'avais rien à dire. C'est quand même intéressant que le réflexe, ce soit de faire des mentions sur le caractère géographique. Ou géologique du territoire. Mais on dirait que j'étais face à une question qui, pour moi, signifiait... Oui, c'est ça. Géologique. C'était un abus de langage, excusez. Mais je suis à dire, j'ai fait une petite recherche Google. Là, géologique, c'est vraiment les plaques tectoniques. C'est ça. Et les séismes, on n'est pas là.
C'était mon Je intuition. crois que les rien danses croates, mentionné. peut-être, c'est lié à ça. Je vais les laisser. Moi, c'est ma faute. Quelle blague nichée quand même. Bon, non, c'est ça, tu sais, fait que j'avais des référents. Il y a aussi cette notion-là de, quand tu es confronté à ces situations-là, tu as envie de montrer une espèce de distinction, que ce qu'on va présenter est unique, tu sais. Donc là, tu recherches des référents rapides et aisément comme compréhensibles. Donc là, moi, j'étais là, ben oui, au Québec, c'est le froid, tu sais. Donc, mais je me souviens d'avoir dit ça. Ben, c'est quand même vrai qu'on dansait pendant l'hiver, ça, c'est vrai. Mais ça, moi, ça a été mon choc un peu en mode, mais qu'est-ce que je fais ici à donner des informations sur des danses sur lesquelles je ne connais finalement pas grand-chose. Puis donc, j'ai pris pour acquis plein d'affaires à travers mon parcours. Et c'est ça qui a tout fait débouler le reste, tu sais. Fait que c'était un peu un moment de choc au contact de cette réflexion-là. C'est à travers ça que tu t'es tourné vers l'histoire, donc. Absolument. Puis, c'était dans l'idée d'aller chercher une forme de vérité ou à travers l'histoire de retracer la vraie trajectoire de la danse? Au début, j'avais Ok. l'espèce de naïveté, je sais pas si c'est le bon mot, mais la confiance, l'optimisme que j'allais pouvoir arriver à la vérité à travers le travail historique. Je me suis dit, les sources m'ont jamais trahi, m'a fouillé. Bon, là, après ça, tu te rends compte à d'autres chocs que la danse est éphémère, personne n'en parle dans les sources anciennes. L'Église aimait pas ça qu'on danse, donc les gens s'en vantent pas dans des textes ou autres. Mais c'est ça qui a comme alimenté, c'est que je me disais, c'est impossible que je trouve rien. Puis, mon premier réflexe, quand j'ai commencé à faire des recherches sur les danses et que j'avais aucun projet de doctorat ou de quoi que ce soit, ça a été, je pars avec ce que je connais. Fait que je me suis mis à googler les noms des danses que je connaissais, qu'on faisait dans mon ensemble traditionnel. Et bon, toutes sortes de constats. Il n'y a pas grand-chose qui a été écrit sur la question. Ce qui a été écrit, ça n'a pas été écrit nécessairement par des historiens de profession. OK, j'ai pas de manuel là, sur lequel m'appuyer trop. Et ceux qu'il y avait, je me suis mis à les lire. Là, en les lisant, j'avais d'autres espèces de chocs, là, en mode, là, je vois dans le manuel que c'est écrit, tu peux choisir le pas que tu fais pour te déplacer. J'étais comme, hein? Je pensais qu'on était obligé de faire des pas de polka dans une danse carrée parce que c'est ça que j'avais fait, tu sais, dans mon ensemble. Puis là, je me disais, quoi? On a le droit de giguer en faisant une Scandale. danse? Scandale, j'ai le choix, tu sais. Là, j'étais là, ah! Mais dans ma tête, les danses traditionnelles, c'était comme ça que ça se faisait, puis c'est tout, tu sais, il n'y avait pas d'autre. Là, je me suis mis à regarder les vidéos d'archives. Ces vidéos d'archives, c'est un autre choc. Tu vois que tout le monde fait des pas différents. Fait que là, en tout cas, c'est une série de moments comme ça qui te font rendre compte que finalement, l'affaire est beaucoup plus complexe que tu aurais pu imaginer. Mais dirais-tu que tu as eu donc un deuxième choc qui est par rapport à comment on fouille historiquement, ou par rapport à la discipline qu'est l'histoire? Tout à fait. Puis tu sais, là, en ce moment, je fais de l'histoire, mais je suis très dans les dance studies en général. Puis qu'est-ce qu'on peut analyser d'une danse, d'une forme traditionnelle, outre là, son histoire, tu sais, quand on la regarde là, comme objet incarné du corps, là, qu'est-ce que ça nous dit là, sur toutes sortes de choses. Puis ça aussi, c'est un choc assez important là, en ce moment. J'essaie de faire, de mettre tout ça ensemble, mais... Parce que j'ai l'impression que ce que tu étudies, c'est quelque chose qui est relativement en marge. Comme tu disais, la danse, c'est pas raconté, c'est difficilement documenté puis expliqué. Donc, je me demande, est-ce que tu es contraint un peu d'inventer une méthode pour la travailler? C'est à la fois inquiétant et excitant parce que moi, la méthode que j'essaie de comprendre, c'est de mettre en lien l'ethnographie récente puis l'histoire, puis essayer de trouver ce qui n'est pas dit dans les sources historiques par des sources ethnographiques. Mais ça, cette méthode-là c'est un peu difficile. Il y a beaucoup d'appels dans des textes récents de considérer des pratiques incarnées et de traditions orales, donc qui se transmettent de génération en génération, au même titre, par exemple, que l'histoire orale, donc des témoignages d'histoire orale. Et donc, le corps, finalement, c'est aussi une archive qui n'a pas été considérée par les historiens. Donc là, c'est de se questionner sur comment est-ce qu'on peut prendre ces danses-là collectées en 1964 puis essayer de faire un argument historique avec ça sur des périodes passées. Puis moi, comment je le vois, c'est que
ces danses-là, on les présente souvent comme étant une espèce de mélange hybride de traditions écossaises, irlandaises, etc. OK, mais si on est d'accord avec ce statement-là, quand est-ce que cette hybridité-là s'est produite? Puis qu'est-ce qu'elle nous dit sur le monde social de cette région-là d'il y a longtemps qu'on ne peut pas lire dans les sources parce que les sources qui ont été écrites, par exemple, par le clergé vont souvent pas nous en parler, ou s'ils en parlent, ils vont dire, oui, il faut faire quelque chose, les gens dans notre localité, ils n'arrêtent pas de danser, fait que c'est un peu... Mais si je peux faire le lien avec la pratique, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que autour de la source documentaire, parfois qu'on met sur un piédestal quand on est praticien ou qu'on prend au pied de la lettre, je me souviens que dans ma pratique, en France du moins, je prends l'exemple de la danse du chibreli. Bon, c'est une danse qu'il y avait dans notre coin, qu'on retrouvait peut-être un petit peu partout en France. On dansait par-dessus des bâtons, puis là, il ne fallait pas les bousculer. Mais je me souviens qu'on avait cette réflexion de est-ce que c'est une danse qui est très codée puis on doit la danser exactement comme elle est décrite et tout le monde la dansait comme ça, ou on pouvait imaginer que des jeunes de 15-16 ans avec cette danse-là, à côté des personnes qui étaient collectées, ben ils faisaient 2 tours en l'air ou ils utilisaient les bâtons autrement. Donc il y a tout ce contexte différent qu'on pourrait imaginer autour de la source documentaire qui, quand on la prend pas comme quelque chose de figé puis de très cloisonné, ça peut ouvrir plein de portes et des perspectives. Toi, de ton côté, t'expliques une perspective plus historique, par exemple. Dans la pratique, ça peut prendre d'autres perspectives. C'est passionnant. Mais c'est parce que, en fait aussi, toi, c'était dans un processus de création. Fait que j'ai l'impression que, puis de représentation, de spectacle. Fait que c'est probablement un peu plus admis qu'à l'intérieur de l'université. Je sais pas si cette contrainte-là... Outre la création, je pense qu'il y a même une distinction entre la pratique vivante et l'histoire. Puis je pense que c'est souvent la complexité de la danse traditionnelle, puisqu'elle est ancrée dans une temporalité. Là, on essaie de comprendre, donc on essaie d'étudier l'histoire de ces danses-là, mais cette histoire-là n'est pas une vérité à laquelle on doit se tenir. Donc, c'est pas parce que je reprends Sainte-Cécile de Macham qu'on a vu une danse qui a été faite de telle façon, que telle danse a été dansée, qu'à Sainte-Cécile, ils doivent et elles doivent encore faire cette danse-là de cette façon-là. T'sais, si les gens ont des corps différents, ont des préoccupations différentes, c'est normal que ces danses-là doivent rester vivantes et changer. Donc, au-delà de la création, je pense que c'est même de la pratique vivante qu'il faut distinguer, je pense, de l'histoire. Et les deux, l'histoire est hyper important pour comprendre ces pratiques vivantes-là, pour mieux les contextualiser. Il faut faire le travail que se fait Olivier, je pense, qui est super important. Et il ne faut pas faire l'amalgame que parfois, j'ai l'impression dans les groupes folkloriques, du moins moi au début, dans la façon que je comprenais les choses, j'essayais de mettre les deux ensemble en disant il faut que je fasse comme les gens le faisaient avant à cette place-là parce que c'est ça la façon de le faire. Puis il y a un moment donné que tu arrives à la conclusion évidente que cette entreprise de refaire exactement, c'est impossible. Et même dans des situations où tu as tout le matériel pour accéder à ça, là, disons que tu voudrais refaire la danse de Sainte-Cécile de Macham, pour la nommer. Puis on a toute la description. Il y a plusieurs descriptions qui existent si jamais une des descriptions n'est pas claire. Puis tu as des vidéos d'archives. Puis là, tu as tout là, qui est sur la table pour refaire cette danse-là. Mais la réalité de la scène fait que tu peux pas faire les 14 minutes du 7 carré sur la scène. Donc, il y a déjà, en termes de temps, là, je parle en tant que chorégraphe au Mutin, c'est juste impossible de prétendre à la reconstitution. Puis une fois que tu as accepté ça, ben là, tu sais que tu es en création, puis là, se posent d'autres questions de ben c'est quoi qu'on veut mettre sur scène, puis pourquoi on veut faire ça, puis c'est quoi l'ancrage, puis et là, c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est ça la richesse du trad, c'est tous les gens qui produisent des objets scéniques là, dans notre milieu, ben ils se posent différemment ces questions-là, puis ça donne des résultats qui sont différents aussi, puis il y a une richesse là-dedans. C'est peut-être moi qui est comme pas centrée à la bonne place, mais moi, ma question se pose par rapport à l'université. Parce que j'ai l'impression que dans ces cadres-là, on peut admettre la créativité, on peut admettre de travailler les archives plus à partir des marges, l'interprétation. Mais à l'université, comment tu fais à travers un département d'histoire, à travers la discipline? Est-ce que c'est possible d'aller aussi loin que ça dans l'invention puis la création? Ben, je pense que oui. Je pense qu'à l'Université Concordia, notamment, on est très... il y a une vision de l'histoire. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis retourné là, parce que je sentais une très grande ouverture dans des nouvelles méthodologies, des nouvelles approches. Ils ont un centre d'histoire orale à Concordia, donc il y a déjà cette espèce de grande ouverture à la subjectivité humaine, des expériences et autres. Fait que moi, je sens pas, en tout cas, cette pression universitaire-là en ce moment.
Je suis aussi avec la personne qui me supervise, qui travaille sur le concept de la performance en général. Et en tout cas, dans cette collaboration-là qu'on a ensemble, je sens pas du tout non plus une espèce de regard sur... il faut que ça soit exhaustif puis tout ça. Fait moi, personnellement, je suis très... d'habitude, là, je suis très comme cartésien puis je suis très dans ces choses-là, mais on dirait que mon objet d'étude m'empêche de tomber là-dedans. Ah, c'est ça, mais c'est intéressant au fond parce que tu as l'espace pour le faire dans l'université, mais c'est quand même considéré comme une forme d'histoire en marge ou... Ah ouais, il faut se battre et dans le milieu de la danse et dans le milieu de l'histoire. Parce que dans le milieu de la danse, disons, là, les programmes de danse à l'UQAM ou autres, il n'y a pas de cours qui existent là, sur l'histoire de la danse traditionnelle au Québec. Puis dans les cours d'histoire de la danse québécoise, en général, à moins que je me trompe, mais de ce que j'en sais, il n'y a pas vraiment de moment où on parle de danse traditionnelle à l'intérieur de ce cours-là. Même chose aux archives. Tu vas aux archives en danse au Québec. Tu ne vas pas trouver le fonds Simone Voyer. Il est situé dans des fonds, dans les archives de folklore de l'Université Laval. Donc, c'est comme si cette forme de danse-là, elle existe comme nulle part dans le monde académique. Mm-hmm. Puis, en histoire, ben, utiliser ça comme source historique, en tout cas au Québec, je pense pas que ça s'est vu. Et dans toutes les lectures que je fais, les gens essaient de se défendre de faire ça, comme si c'était... on voyait ça comme illégitime. Puis, donc, je pense qu'il y a bien du travail pour essayer de tailler une place pour cet objet-là dans le monde académique. Donc là, moi, je le vois, j'essaie de le faire entrer par l'histoire, mais voyons voir. Si j'aurai des bâtons dans les roues, je viens de commencer aussi, fait qu'on verra. J'ai peut-être envie de lancer une question à Seb qui va un petit peu ailleurs, mais parce que tu as parlé beaucoup de ton parcours en France, puis de la façon que tu as réfléchi, que tu as évolué en France. Mais j'aimerais ça que tu nous parles peut-être un peu de... Tu as quand même un parcours de migration, tu es allé de la France au Québec, puis comment ce parcours-là a changé ta perception du territoire, puis comment ta compréhension de ce territoire-là, en lien avec la danse trad ou pas, là, a été modelée en fait par ce voyage. Ben, ce voyage. Ce grand voyage. Ce grand voyage. Unilatéral. Moi, je suis arrivé au Québec à l'âge adulte. Ça veut dire que je suis une personne complètement allochtone. Puis, il y a sûrement différentes nuances sur l'allochtonie, là, mais moi, je le suis complètement, à 100%. Ça veut dire ça que j'ai pas grandi avec des histoires qui contenaient des mots du paysage du Québec, la faune, la flore, les grands récits, les contes, le nom des villes, les régions. J'ai rien intériorisé de tout ça. Donc, tout à fait l'objet d'un apprentissage plus conscient ou plus formel, disons. Puis ça, c'est quand même une grande différence. Puis, je le disais tout à l'heure, moi, je suis un danseur de bourrée à la base. Puis, c'est ça qui est le plus ancré en moi. Et c'est quand même drôle à dire parce que je danse la gigue depuis plus longtemps que j'ai dansé la bourrée dans ma vie. Puis, je ne danse plus vraiment cette forme de danse-là. Mais j'ai quand même cette dualité intérieure. Et pourtant, je suis impliqué de différentes manières autour du trad québécois et j'embrasse complètement la cause et je le défends, je pense, sur différents plans, de différentes manières. Et je porte cette parole-là comme si... j'étais un porteur de ce patrimoine-là. En tout cas, c'est étrange à dire, alors que quand j'y pense, je ne me sens pas du tout un porteur de cette pratique-là. Je suis peut-être un passeur, un explorateur, un observateur, mais aussi un praticien. Mais j'ai un rapport au trad québécois qui est vraiment différent. Puis moi, la notion de territoire, chez moi, elle est plus corporelle. C'est mon territoire, il est vraiment dans mon corps. J'ai l'impression que je danse la gigue comme je danse la bourrée. Je me vois descendre mon centre de gravité, je me vois être plus groundé. Puis quand je danse les 7 carrés, les danses de figure, je retrouve aussi ce feeling-là dans mon corps. Donc moi, la notion de territoire, elle n'est pas du tout géologique, géographique ou climatique. C'est vraiment les limites de mon corps. Puis je vois que ma pratique de la danse québécoise, elle change aussi parce que les limites de mon corps changent ou parce que les contextes changent, les envies changent, les modes changent aussi. Mes frontières à moi sont vraiment très physiologiques, en fait. Puis, est-ce que ton impression d'être comme un passeur est arrivée à travers ta professionnalisation? Oui, beaucoup. J'ai pas du tout de posture de transmetteur.
avec le trad québécois. Je ne suis pas professeur. J'ai enseigné dans différents contextes, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai fait au long cours. Donc, le fait d'être un interprète, un créateur autour de la gigue et de la danse québécoise, nécessairement, ça me donne aussi une posture d'incarnation par rapport à cette pratique-là. Donc, je me sens aussi la responsabilité de connaître le parcours de la pratique, de connaître les différents visages aussi de la pratique actuelle, puis de m'impliquer sur différents aspects pour pouvoir, j'ai l'impression, avoir cette légitimité de manier ce matériel chorégraphique. Mais après, c'est très personnel. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas se mettre ces limites-là ou ces critères-là dans leur pratique. Puis est-ce que tu es capable de retrouver un moment où tu as senti cette légitimité-là? Oui, en fait, je pense que cette légitimité-là, je la ressens plus au sein de mon implication dans différents organismes plus nationaux, disons. Conseil québécois de patrimoine vivant, Danse Trad Québec, ce genre de choses. J'ai l'impression que j'apporte peut-être cette incarnation-là qui peut s'exprimer d'une manière différente que d'autres personnes parce que c'est très personnel. Moi, ça m'a pris un moment avant de me sentir légitime comme gigueur. Parce que moi aussi, j'avais comme un syndrome de l'imposteur, justement, parce que j'ai pas appris ça d'une transmission orale. Donc, je trouvais ça artificiel. Puis on dirait que j'essayais aussi de trouver dans mon corps qu'est-ce qui pourrait être légitime comme performance de gigue. Fait qu'on dirait que j'ai eu une grosse courbe là, pour sentir que quand j'improvisais de la gigue, j'étais pas en train de remâcher mon ensemble folklorique, puis que je pouvais faire une gigue qui était comme incarnée et honnête, tu sais, d'une certaine façon. Fait que, en tout cas, je t'entends là-dessus, même si je viens d'ici, tu sais, j'étais comme coupé de ce lien-là. Fait que il y a eu aussi une espèce de processus de m'approprier ce matériel-là. C'est intéressant. Puis c'est drôle à dire parce que finalement, mon lien avec la bourrée elle-même, c'était pas dans mon histoire familiale, c'était pas dans mon histoire. C'est arrivé par une institution de la même manière que j'ai appris la gigue aussi, là. Donc, je devrais pas faire de différence, mais par contre, j'ai eu d'autres occasions de l'incarner et de la vivre. Et pour moi, improviser au sein d'une pratique, que ce soit par des petites variations ou l'improvisation en gigue, ça va quand même ailleurs et beaucoup plus loin, mais c'est une manière de se légitimiser, de se légitimer. Ça doit favoriser aussi l'appropriation, là. À partir du moment où tu es rendu pour improviser, c'est comme une autre game, là. Oui. Si je peux dire ça comme ça. Mais d'un autre côté, c'est une échelle personnelle et assez intime aussi. Puis je pense qu'il y a un danger à en faire une pression de performance ou une distinction entre les vrais et les faux. Là. Ce serait comme un écueil auquel il faudrait faire attention. Je suis pas moins gigueur que quelqu'un qui a plus de facilité à improviser que moi. C'est juste très personnellement, je trouve que c'est aller plus loin dans l'incarnation d'une pratique pour moi par rapport à mon parcours. Puis j'ai une question peut-être un peu bête, mais qui va faire référence à la question du territoire et de la citoyenneté. Mais je me souviens le moment où tu as eu ta citoyenneté, avec ton chandail de Justin Trudeau sous ta chemise. 2018. Je me demande, est-ce que ça n'a pas justement joué dans dans un certain sentiment de légitimité? Est-ce que tu penses que cette citoyenneté-là politique a influencé ta pratique? Le fait d'acquérir une citoyenneté, bon, c'est pas un papier qu'on donne, là. Il y a différentes étapes. Il faut faire ses preuves, contrairement à quelqu'un qui est né ici, en fait. Et ça change quand même quelque chose sur le fait que, parfois, sur certains aspects, je me sens plus défendre la culture québécoise que quelqu'un d'autre qui prend ça peut-être pour acquis. Et ça a sûrement eu une influence par rapport au trad et à la pratique de la gigue et de la danse aussi, effectivement. Là, j'ai peut-être un besoin d'être plus proactif. OK, quand même. On s'en sort pas, en fait. C'est comme si le territoire, les frontières politiques viennent quand même finalement encadrer la pratique ou les sentiments de légitimité, la façon dont on s'y rapporte. Quelle conversation! On dirait qu'on n'a pas vu le temps passer, puis je pense qu'on aurait continué encore une bonne heure à jaser. Oui. Merci de vos points de vue, de vos réflexions. C'était vraiment intéressant. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci à vous deux. Merci de l'invitation. Merci Sébastien, merci Olivier pour votre généreuse participation. C'était le podcast Pour la suite de l'Arvoyure. Pour voir comment ces réflexions vont se refléter sur scène, on vous invite à notre prochaine édition des Manteaux Souliers et des Bottes dans le bain le 28 février à la gare d'Alousie. Et pour en connaître davantage ou nous voir à l'œuvre
autrement. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Évidemment, on a quelques remerciements à faire. D'abord, David Tessier à la production, la réalisation de ce balado. Merci à Thierry Clouette pour la belle musique que vous avez entendue. Merci à Porte-Parole pour l'accueil dans ces beaux studios, au Conseil des arts et lettres du Québec pour le soutien. Et merci à toi, Marie-Ève. Merci à toi, Jonathan. Et merci en fait à vous d'écouter. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour prolonger la réflexion.